Bonjour tout le monde et bienvenue. Moi, je suis Matt Poirier, vice-président des affaires gouvernementales fédérales du Conseil canadien du commerce de détail. J'ai le plaisir d'animer notre session aujourd'hui intitulée « Lutter contre le crime dans le commerce de détail, des perspectives pour les détaillants ». Je suis chanceux d'avoir avec moi deux experts dans ce domaine qui travaillent présentement sur le terrain. Stephen Fortier, directeur prévention des pertes chez Dollarama, et Marc Lapointe, directeur principal sécurité et résilience de l'entreprise chez Metro. Merci à vous deux et bienvenue. Merci. Le crime dans le commerce de détail est un enjeu qui nous préoccupe beaucoup au Conseil. Ça nous inquiète parce que c'est un problème qui grandit, qui semble ne pas avoir de relâche. Nous sommes particulièrement préoccupés par l'augmentation des incidents violents et on voit de plus en plus que ces incidents mettent nos travailleurs et le public en danger. C'est pour toutes ces raisons que nous voulons discuter ce problème et partager les solutions avec chacun de vous. De notre côté, le CCCD a dédié plusieurs ressources à combattre le crime dans nos magasins. Nous sommes très actifs avec notre lobbying des gouvernements au niveau municipal, provincial et fédéral. On travaille de très proche avec les agences policières ici à Montréal, mais aussi à travers le Canada. Nous avons sur notre équipe des experts qui peuvent vous aider et qu'on encourage nos membres à contacter s'ils ont besoin de l'aide. On a aussi mis sur pied un comité aviseur au niveau de la prévention des pertes. Et finalement, nous avons un paquet de ressources et de données sur notre site Web pour aider à nos membres à gérer le crime dans le commerce. Bon, ça c'est mon petit pitch. Là, on peut commencer. Le but de notre panel aujourd'hui est très simple. On veut vous donner une description de la situation actuelle, explorer comment le problème a changé et comment les détaillants peuvent s'adapter, discuter les ressources et les méthodes qui peuvent vous aider et surtout à répondre à vos questions. Et on va laisser un petit 5 minutes à la fin pour faire ça. Et tout ça dans une trentaine de minutes. Alors, commençons. Je vais aller m'asseoir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Marc, je vois sur votre vidéo que vous avez une longue carrière ici à Montréal dans la sécurité corporative. Vous êtes bien placé pour observer les tendances dans le secteur de l'alimentation. Que pouvez-vous vous partager avec nous sur ce point? C'est clair que la criminalité, le vol surtout, dans le commerce de détail et plus particulièrement dans les activités de Metro Inc., je vais parler de Metro Inc. dans ma réalité de tous les jours, on voit une augmentation du vol. Ce que nous constatons, c'est que depuis les 4-5 dernières années, graduellement, un petit peu année après année, puis dépendamment des territoires, on a vu croître et on voit encore croître le vol, mais aussi ce qu'on observe, c'est de façon au sens large, c'est le nombre d'incidents qui se passent dans nos magasins. En début de pandémie, au cours de pandémie, on a vu des incidents, ce que nous appelions à l'époque ou à ce moment-là, des incidents de courtoisie, beaucoup plus d'agressivité auprès de nos employés dans les magasins. Puis peu à peu, on a vu une croissance du nombre de vols et maintenant, on peut parler vraiment d'événements violents en magasin. C'est dommage, mais c'est la réalité. Stephen, bienvenue. Vous êtes un avocat et aussi un professionnel en sécurité corporative. En tant que directeur de la sécurité avec des points de vente tout à travers le Canada, est-ce que vous voyez la même tendance dans les autres provinces que Marc a mentionné? Oui, effectivement. Même, je dirais qu'au Québec, on n'est pas encore rendu à ce qui se passe dans d'autres provinces, plus à l'ouest. On voit même qu'il y a des chaînes nationales qui ferment des magasins dans certaines provinces. Je pense au Manitoba ou même en Colombie-Britannique, des chaînes qui ont plusieurs magasins qui, en voyant le taux de violence et le taux de perte qui se passe dans ces provinces-là, décident de rationaliser un peu et de fermer des emplacements.
Parlons de l'évolution du crime. Moi, j'avais mentionné au début qu'on voit que le problème a grandi ou qui vient de plus en plus pire. Mais, puis ça t'est arrivé récemment, selon vous, ou c'est-tu un processus, ça fait beaucoup d'années, qui se développe? Selon vous, c'est... Bien, je suis sûr qu'on va avoir les mêmes réponses. Le vol a toujours existé. C'est pour ça qu'on a encore un job. Hein? Oui, c'est ça. Et je pense qu'on a une garantie d'emploi pour une couple d'années encore. Le vol a toujours existé, mais on a vu un changement avec la pandémie. Tu sais. Au niveau de la pandémie, là, quand tu devais être 2 personnes par allée, puis 6 mètres de distance, il y a eu un peu moins de vols. Nos chiffres ont fait en sorte qu'il y a eu moins de vols. Suite à la pandémie, il y a des gens, effectivement, que ça a affecté la santé. Au niveau de la santé mentale, il y a des gens qui ont un manque à gagner. Il y a des gens qui, maintenant, après la pandémie, le climat économique est très difficile pour plusieurs, ce qui fait en sorte que le pourcentage de la société, le pourcentage de jeunes dans la société qui n'arrivent plus a augmenté en nombre. Donc, je dirais que depuis la pandémie, là, la fin de la pandémie, là, le niveau de perte et le niveau de violence a beaucoup augmenté dans nos commerces. Marc? Si je peux ajouter un peu au commentaire de Steven, ce qu'on observe, il y a comme 2 grands axes de type de vol qu'on subit. En fait, 2, on peut même parler de 3. Là. On a du vol, ce que dans le jargon de mon métier, on parle du vol de nécessité. Les gens qui sont dans le besoin volent pour se nourrir. À la différence de d'autres secteurs du commerce de détail, je pense à des produits de luxe, par exemple, ce n'est pas tout le monde qui peut entrer dans les magasins de produits de luxe. Dans le commerce d'alimentation, tout le monde doit manger, comme à peu près dans les pharmacies, tout le monde doit s'y rendre. Donc, le vol de nécessité, pour nous, c'est une réalité. On a du vol d'opportunistes, ceux qui ne sont pas nécessairement des criminels organisés, mais qui en voient l'opportunité. Puis je vais revenir peut-être plus tard là-dessus, Matt, par rapport à l'opportunité et la banalisation du vol. Puis on va en parler probablement plus tard, là, la banalisation. Puis le 3e grand axe de voleurs auquel on fait face de plus en plus, qui est en croissance, c'est les criminels organisés. Malheureusement, le contexte socio-économique fait en sorte que la business du criminel, là, le criminel notoire qui a du cash à faire, il en fait en mot à dire, parce que le commerce du recel est extrêmement fructifiant de ce temps-ci. Alors, dans ce contexte-là, c'est quoi qui vous inquiète le plus, comme celle-là? Moi, c'est la violence en magasin. C'est la violence en magasin. Aujourd'hui, le monde n'a plus de respect. La perte financière pour chacun des commerces est vraiment importante. Parfait. En général, les commerces vont l'inclure dans le coût d'opération et ça doit se transmettre aux clients honnêtes, malheureusement. Mais la violence fait en sorte que, en plus du vol, tu as l'employé qui va être probablement, qui a essayé de tenter, qui a tenté de dissuader un crime, il se fait frapper, il se fait sortir une arme, il se fait bousculer pour essayer de préserver la marchandise. Bien, c'est lui qui est blessé, c'est lui qui est en choc post-traumatique. Cet employé-là va être probablement parti du magasin pendant des semaines. Il va augmenter les coûts de CSST, mais en plus, il va peut-être se dire, écoute, moi, c'est pas pour moi le commerce de détail. On est dans un contexte où la main-d'œuvre n'est pas facile à obtenir. Puis en plus, ben là, on a de la misère à protéger nos employés qui vont se dire, je vais travailler dans un autre domaine. C'est vraiment la violence qui m'inquiète le plus. Et c'est une intervention spécialisée aussi de faire face à la violence et d'arrêter la violence. On peut difficilement demander à nos employés qui n'ont absolument pas la formation de faire face à des gens violents, des gens armés, d'intervenir dans ces situations-là, ce qui fait en sorte que, comme entrepreneur, comme compagnie, il faut investir dans des ressources qui sont spécialisées en magasin, qui ont les formations puis qui ont les permis aussi pour pouvoir intervenir de façon sécuritaire. Il y a quelques années, les pires cas de violence qu'on vivait en épicerie, dans ma réalité, dans la réalité de métro, où au sens vraiment exceptionnel, des armes étaient utilisées,
Maintenant, des crimes violents, c'est à toutes les semaines qu'on en subit. Et des crimes violents, pas juste d'assaut physique, c'est des assauts armés. Ce que nous voyons il y a quelques années, c'était des assauts armés avec des produits pris en magasin par le voleur à l'étalage. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent armés avec des couteaux. On a des agents qui ont été blessés, poignardés à Toronto. Je reviens sur une information que Steven nous disait. Dans la partie plus à l'ouest du Canada, la réalité a évolué et s'en vient vers le Québec. C'est effectivement ce qu'on voit aussi. La réalité de Toronto est en train de graduellement s'emparer de Montréal. Puis l'autre élément qu'on voit, c'est que dans les secteurs connus criminalisés dans notre réalité montréalaise, on va prendre Montréal, par exemple, ces secteurs plus criminalisés, plus à risque, s'étendent. J'allais dire la misère s'étend, mais la criminalité s'étend aussi. On a des magasins qui, historiquement, n'avaient pas un même niveau de crime. Aujourd'hui, oui, on les retrouve. C'est inquiétant, évidemment. Puis, on a discuté un petit peu, mais j'aimerais en savoir plus sur qu'est-ce que vous en pensez, sont les causes du crime. Ou on avait parlé de l'inflation, évidemment. Les gens ils ont de la misère, plus qu'il y avait 1 ou 2 ans passés. Mais y a-t-il d'autres raisons que vous pensez ou que vous sachiez, puis que vous, dans vos entreprises, essayez de mieux comprendre aussi? Tu veux que j'aille ou... Oui, vas-y. En fait, on pourrait parler de long et en large du contexte socio-économique. Je pense qu'on en a entendu parler amplement. Une réalité qui frappe aussi, qui fait partie d'une partie de la criminalité, c'est ce qu'on entend dans les médias, la crise de vulnérabilité. Les défis de santé mentale, les défis de dépendance, de drogue, itinérance, etc. Cette misère-là, ces gens-là doivent manger, ils viennent dans nos magasins pour chercher de la nourriture. Et ils commettent des crimes. Malheureusement, ils commettent des crimes. Pas tous, mais ils commettent des crimes et ils peuvent être violents aussi. Et c'est une réalité qui est complètement différente, à gérer qu'un crime violent d'un criminel organisé qui vient pour voler. Donc, c'est au-delà du socio-économique, il y a cette misère qu'on doit gérer. Bien, moi, je voudrais rajouter que aujourd'hui, le vol étalage, ça ne dérange plus grand monde. Hein? Tu entends parler que ton petit-neveu s'est fait prendre pour voler étalage. Je ne pense pas que dans ta famille, tout le monde va être vraiment surpris et dire, voyons, ça va être un criminel endurci. Et c'est un peu ce que la société a fait avec les peines trop clémentes. Okay? Les gens qui sont accusés de vol étalage, qui se rendent dans le processus criminel, qui vont jusqu'à être condamnés, bien, ils n'ont pas une peine bien dissuasive. Okay? Le processus criminel est très lourd avant de se rendre à la peine, et la peine est assez clémente. Donc, c'est pas vraiment de manière à décourager les voleurs d'entrer les gens d'entrer dans le vol, puis de se dire, ah, ça va, si je vole, voici ce qui va m'arriver. À date, là, si tu voles 2 000 $, 3 000 là, pour une première fois, bien, ça se peut que tu aies une tape sur les doigts en disant, recommence plus parce que tu vas avoir un dossier criminel. C'est pas très dissuasif. On surveille le temps aussi, mais on a parlé beaucoup du contexte actuel, on a parlé des causes. Parlons des solutions. Encore, de mon côté, je vois ça au Conseil. Nous autres, on s'occupe avec le lobbying des gouvernements pour changer les lois, pour faciliter la tâche pour vous autres, les détaillants. Mais en magasin, y a-t-il des outils aussi que vous pouvez utiliser? Bien, pour moi, et je me plais à utiliser cette expression-là avec mes équipiers puis auprès de mes collègues épiciers et pharmaciens, parce que c'est la même réalité en pharmacie, différente en termes de produits, bien entendu. Il n'y a pas une solution pour contrer le crime, pour contrer le vol. C'est un bouquet de solutions. C'est un amalgame d'outils, c'est un amalgame de processus, c'est un amalgame de spécialisation qui va faire en sorte qu'on est capable de réduire nos pertes
et diminuer la criminalité. Il n'y a pas une solution unique. De toute façon, la réalité, c'est que les méchants, ils s'adaptent. Et quelles que soient les solutions qu'on met en place pour contrer le vol, on a de l'intelligence face à nous qui va réagir, qui va s'adapter, qui va évoluer. Donc, il faut avoir des solutions, un bouquet de solutions qui vont évoluer, qui vont être adaptables. En effet, comme Marc l'a dit, il n'y a pas de baguette magique, hein? Elle n'existe pas. Alors, la prévention, c'est d'ajouter une pleure par-dessus une pleure. Alors, effectivement, la formation de nos employés, c'est la base. Après ça, bien, les équipements. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de commerces aujourd'hui où il n'y a pas de caméras. Hein? Les caméras, les systèmes d'alarme, les coffres-forts, c'est la base de la sécurité. Alors, on met des couches, on met des couches, on met des couches. Après ça, on dit, oh, il y a encore beaucoup de vols ici. On remet un agent de sécurité. Oh, il commence peut-être à réduire, mais non, ça ne réduit pas. Oh, il faut arrêter des voleurs. On met des détectives de plancher. Oh, ça ne réduit pas. Bien, toutes ces solutions-là qu'on met, ça fait quoi? Ça fait en sorte que ça augmente le coût. Hein? Et plus que ça augmente le coût, bien, ça fait quoi? Bien, le gars qui n'a pas d'argent n'a pas encore plus. Là. Fait qu'il ne va pas arrêter de voler parce qu'on a augmenté le coût. Il va voler juste encore plus. Donc, ce qui est malheureux, c'est que le vol, il y a beaucoup plus de vols parce que le coût de la vie a augmenté, puis le coût des articles augmente parce qu'il y a plus de vols. Et donc, c'est l'histoire de la saucisse, là. Ça finit jamais, ça roule dans le mauvais bord actuellement. En fait, je voudrais rajouter que sur certains éléments, sur certaines solutions technologiques, notamment dans la technologie, on fait face à certains enjeux, certains défis, notamment du côté légal. Par exemple, pour opérer certains systèmes, par exemple, de reconnaissance faciale, parce que c'est des technologies d'intelligence artificielle ou de reconnaissance de comportement, etc., il y a un paquet d'enjeux associés avec la loi 25 au Québec sur l'information personnelle. Comment on peut utiliser ou comment on peut opérer ces technologies-là de façon légale? Les criminels, c'est pas grave s'ils se... En fait, c'est grave, ils ne se conformeront pas. Mais nous, en étant des entrepreneurs, des organisations qui travaillent et qui se conforment aux lois, on a ces enjeux-là. Et l'autre élément, c'est l'acceptabilité sociale. Vous venez à l'épicerie, on va tous à l'épicerie. C'est un plaisir d'aller à l'épicerie. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir d'aller à l'épicerie. Au-delà de voir rencontrer mes collègues, on veut célébrer, on veut manger pour célébrer, etc. On ne va pas comme à la banque. À la banque, on accepte d'avoir des mesures de sécurité renforcées. On va au bureau de change avec des vitres par balles. L'acceptabilité sociale de mettre des équipements de sécurité très visibles dans des épiceries, puis nos collègues de l'Obla l'ont vécu au cours des derniers mois, il y a une acceptabilité qui n'est pas encore rendue là. Donc, nos pratiques vont probablement évoluer. Ça va être accepté davantage par nos clients, par la société en général. Mais ça fait partie des défis de nos équipes actuellement. Bien, je vis la même chose que toi, Marc. Tu sais, la technologie est rendue là. La reconnaissance faciale, là, on est rendu là. Ce serait très facile aujourd'hui pour toi de prendre l'image d'un voleur, de la mettre dans une banque, puis que moi, quand il rentre chez nous, ça dit « Fais attention, cette personne-là a déjà volé. Hein? » Mais je n'ai pas le droit de t'apasser l'image. Je n'ai pas le droit. Et même le policier, il n'a pas le droit de nous le dire. Le gars qui est rentré là, c'est un voleur, fais attention. Peut-être pour conclure, avant qu'on passe à la session des questions, juste si vous avez des idées que vous voulez partager pour terminer, mais aussi des politiques, des propos pour des politiques qu'on pourrait changer pour que nous autres, dans notre lobbying, ça serait important. Selon vous, ça serait quoi qui aiderait le plus? Es-tu plus de liens avec les agences policières? On a parlé évidemment il y a des lois présentement devant le Parlement fédéral sur le AI, toutes ces choses-là. Fait que c'est très important, on est impliqué là-dessus, mais y a-t-il d'autres propos que vous suggérez? Bien, moi, c'est sûr que je trempe là-dedans depuis longtemps. Là.
Puis j'ai vu le processus criminel là, de A à B. J'ai commencé ma carrière en arrêtant les voleurs étalages, puis je me suis rendu jusqu'à procureur de la couronne où on procédait à ça. Là. Et le processus criminel est tellement lourd et compliqué qu'il faut faciliter la remise du contrevenant jusqu'au juge. Il faut faciliter ça. Okay? Aujourd'hui, quelqu'un arrête on engage des entreprises qui sont spécialisées là-dedans avec des permis et il arrête un voleur chez vous. Il faut qu'il appelle les policiers. Les policiers vont te dire quoi? J'ai pas le temps, je vais être là dans 2-3 heures. Fait que là, tu payes quelqu'un pendant 2-3 heures, tu es assis avec un voleur. Okay? Et le temps que le policier vienne, puis prenne la plainte, puis transmette au... Le voleur qui a volé aujourd'hui, là, dans 1 an à peu près, il va avoir sa sentence qui va être une tape ses doigts. Okay? Ça fait qu'il faut faciliter la remise, puis il faut aussi augmenter la sentence. Il faut s'assurer, là, parce que M. le juge, là, malheureusement, il ne voit pas ce qui se passe. M. le juge, il est dans la cour, là, puis il ne sait pas qu'est-ce que le commerce de détail vit. Fait qu'il faut les obliger avec une sentence minimale de chaque voleur. Quand tu voles, voici ce qu'il t'adonne. C'est les deux pôles où est-ce qu'il faut travailler au niveau des lois. Marc? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Stephen. C'est un coût social extraordinaire, le vol à l'étalage. On ne s'en rend pas compte parce qu'on s'habitue jour après jour à payer ce qu'on a payé ou que les personnes honnêtes paient. Mais l'impact sur l'ensemble des détaillants est repassé. Donc, le vol, la perte est repassée dans le prix des aliments ou dans le prix des produits, etc. C'est probablement, et je dis ça, c'est personnel, c'est pas professionnel, c'est probablement aussi important que les pertes qu'on a pu voir avec les voitures il y a quelques mois et comme société canadienne, on a pris la décision de tenir le sommet sur les vols automobiles et il y a plein d'actions des autorités et des autorités policières, des autorités politiques, autorités judiciaires qui ont pris action. Je pense que le vol à l'étalage pourrait peut-être s'inspirer, pas le vol à l'étalage, mais contrer le vol à l'étalage, pourrait s'inspirer de ça parce que le coût social est là. C'est nous, comme consommateurs, qui payons le prix de ça. Ce n'est pas évident parce que ce n'est pas une voiture qu'on perd, mais ce n'est pas tout le monde qui a des voitures, alors que c'est tout le monde qui mange. Oui, bien, en fait, quand on dit vol à l'étalage, on pense tout de suite à un petit vol de la gomme ballon qu'on volait au dépanneur. C'est plus ça. Même en anglais, on essaie de passer de shoplifting à retail crime. C'est un crime. C'est un crime en entreprise. C'est un vol. Alors, tu sais, la personne qui vole 50 dans un magasin devrait être vue comme le mauvais qui va voler chez vous, dans ta maison. Là. C'est parce que c'est ça qu'ils font. Là. Et là, excusez, il faut que je réagisse. Mon équipe d'enquêteurs vient de terminer une enquête de prix de faveur. Prix de faveur, ce sont des employés qui font payer à un prix minimal des clients ou des personniers. Le prix moyen, la valeur moyenne d'un panier chez Super C ou dans un détaillant à escompte, là, Super C, il faut baiser, ça vaut 700 $. Ce que le cas d'enquête des parents de caissières venaient payer l'ensemble d'un panier pour 2 $. Les mesures disciplinaires ont été prises. Le dossier devant les autorités policières, les autorités judiciaires, ce sont des... Et là, je m'insurge, vous allez sentir ça. C'est les parents d'enfants qui travaillent dans nos magasins qui font ça. Il y a une banalisation du crime qui est inacceptable. Je n'embarquerai pas sur le vol interne, Marc, parce que... Bien, ça fait partie aussi de l'équation. Oui, malheureusement, on a aussi du vol à l'interne qui vient de nos employés. Évidemment, quand on a un magasin qui est dans un environnement socio-économique difficile, où est-ce qu'on dit, hey, nos clients sont difficiles, hein, puis ils ont de la misère à arriver, bien, on recrute les employés dans le même secteur. Ça fait que ça devient difficile de se dire, oh oui, tous nos clients sont malhonnêtes, mais tous nos employés sont honnêtes.
malheureusement pas. Donc, il y a aussi une partie des pertes des détaillants qui est reliée aux employés, malheureusement. Monsieur, merci beaucoup pour tout Merci. ça. On a du temps pour des questions, peut-être, s'il y en a. Non, on n'est pas capable de chiffrer les proportions. Ce qui est connu dans le milieu, là, puis je vais utiliser en fait, je n'utiliserai pas les chiffres parce que je ne les sais pas par cœur, mais les textbooks de sécurité sont clairs. Les proportions de vols, par exemple, qui sont commis par les fournisseurs, des vols internes, les vols externes faits par du vol à l'étalage ou vol aux caisses, etc. Ça, c'est connu, c'est bien documenté, c'est bien proportionné aussi en pourcentage. Mais de là à dire c'est combien la nécessité versus le crime organisé versus... On n'a pas ce niveau de détail. Tous ces chiffres-là, puis je réfère à ceux que tu parles, mais aussi à ce que vous devriez avoir, c'est très difficile parce qu'il faudrait demander à chacun des voleurs, tu nous as volé combien aujourd'hui? Et c'était pourquoi tu t'as volé. Puis la même chose aux employés, il faudrait faire des sondages, vous volez combien, puis vous, les fournisseurs, vous volez combien? Ça fait que, oui, il y a des études qui ont été faites, puis on a des chiffres à peu près, mais on ne peut pas le dire. Mais ce qu'on voit malheureusement, là, c'est que le vol par des groupes organisés, le vol par des gens qui volent pour revendre, ça l'a augmenté beaucoup et c'est ça qui nous fait mal aujourd'hui. Je ne veux pas dire que le voleur qui nous vole 5 piastres une journée me fait pas mal, mais celui-là qui vole pour revendre, lui, me fait mal parce que c'est sa job, c'est sa profession. Il fait plus d'argent que vous et moi avec sa profession. Ouais. Le marché du recel est extraordinaire de ce temps-ci. Ouais. Vous devez juste aller sur Marketplace, vous allez voir des produits qui sont probablement volés. L'évolution du self-checkout. Qu'est-ce que vous voyez, étant donné l'augmentation? Le self-checkout amène ce que j'appelle les erreurs honnêtes. OK? Alors, il y a des gens qui vont, honnêtement, ils vont oublier un article. Mais ce que ça fait, c'est que ça ouvre la porte à plein de monde de dire « je ne le paye pas, puis si je me fais prendre, je vais dire « ah, je l'ai oublié ». Alors là, ça donne une opportunité de plus à des gens qui n'avaient pas pensé de dissimuler quelque chose. Maintenant, ils peuvent mettre ça sur le dos de « je l'ai oublié ». Et quand ça fait une fois ou deux qu'ils se rendent compte que « hey, ça va bien hein? », ouais. Bien là, ils l'oublient de plus en plus. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit chez tous les détaillants qui ont implanté les caisses libres service. Je me rappelle qu'un grand détaillant national les avait implantés il y a 8 à 10 ans, les avait enlevés. Aujourd'hui, la réalité a fait en sorte que tout le monde en a mis, la réalité de la pénurie de main-d'œuvre. Et dans certains détaillants, là, on voit que là, ils se réajustent. On enlève, on en remet, on analyse la situation de chacun des magasins. Parce que même si on manque de monde, bien là, ça c'est pas compensé par les pertes qu'on a. On aime mieux payer des gens, des fois, en overtime que d'avoir des caisses libre-service qui nous coûtent plus cher à chaque fois. Et observez les caisses libre-service, dans quelle que soit la bannière, vous allez voir des ajustements. Vous avez probablement déjà observé des ajustements de contrôle de sécurité parce que la business des caisses libre-service évolue, puis on adapte les mesures de sécurité et les contrôles de sécurité autour de ça, dans la façon, dans l'aménagement des caisses libre-service, dans le positionnement, dans la réaction, dans le comportement des employés dans les magasins qui doivent superviser les caisses libre-service. Ben, malheureusement, parce que c'est un système, c'est un grand écosystème, un magasin, il y a une adaptation puis une évolution qui se fait puis qui doit se faire aussi, qui se continue. On vous a pas entendu beaucoup sur le rôle des employés. On vous a pas entendu beaucoup sur le rôle des employés. Vous avez parlé qu'il faut les former, mais quel genre d'impact peut avoir un employé qui, par exemple, fait un contact avec un client qui se présente en magasin? C'est la mesure numéro 1. C'est la mesure numéro 1.
Un voleur, quel qu'il soit, il ne veut pas être vu, il ne veut pas être connu, puis il ne veut pas que personne n'interagisse avec lui. Donc, d'être présent et actif à côté des gens, d'offrir des services à clientèle. On dit, le meilleur service à clientèle, c'est la meilleure solution contre le crime, puis ça prévient beaucoup de crimes. C'est primordial. L'employé qui regarde ses chaussures, il va se faire passer toutes sortes de choses en dessous du nez. Par contre, puis il faut trouver le bon équilibre aussi, là. Dans l'intervention spécialisée, on ne veut pas que nos employés aillent là. Ils n'ont pas les qualifications, ils n'ont pas les formations pour ça. On part du service à clientèle à un service à clientèle agressif, et après ça, il faut arrêter. Parce que là, les gens qui sont là pour voler se fâchent, et c'est là que la violence arrive. Par contre, en théorie, c'est facile à dire qu'il y a une ligne à ne pas dépasser, mais nos employés, qui gagnent souvent le salaire minimum, qui voient un gars qui sort avec un sac, qui va faire plus d'argent dans sa journée en sortant le sac que lui va gagner dans toute sa journée, mais ça le fâche, l'employé. L'employé honnête, là, il veut retenir ce sac-là, puis il ne veut pas que ce gars-là sauve. Et c'est là que, malheureusement, en intervenant, ça crée des incidents de violence, des gens qui sont blessés. Oui? Oui. LCL a fait des adaptations au niveau de leur design de magasin où ils ont créé des barrières dans les no-frills à la sortie des environnements. Est-ce que vous croyez, comme jusqu'à un certain point, que le design d'un environnement magasin pourrait bénéficier toute cette problématique-là? Comment revoir l'expérience et le design comme tel? Tout à fait. Tout à fait. L'aménagement des magasins est une partie de solution pour diminuer les pertes, comme l'utilisation des technologies et les processus et la formation, etc. Oui. D'ailleurs, l'aménagement de l'environnement contribue à la sécurité sur des points que vous ne connaissez même pas encore, vous ne vous êtes jamais posé la question, mais quand les urbanistes décident des plans de la ville, bien, en théorie, ils ne veulent pas mettre le bar à côté de la banque. Okay? C'est juste d'optimiser un peu l'environnement pour savoir. Et vous voyez qu'il y a des articles en certains magasins que vous ne les retrouvez pas dans la dernière rangée dans le fond. Vous les retrouvez à l'avant, proche des caisses, parce qu'ils sont plus contrôlés. Il y a certains articles que vous retrouvez seulement en arrière des comptoirs caisses parce qu'ils sont tellement volés que tu dis non, c'est plus du libre-service. Alors, l'aménagement est clairement un des aspects qu'on regarde et qu'on conseille les dirigeants de nos entreprises à savoir qu'est-ce qui serait le mieux pour réduire les pertes. Oui? Je vais varier mon commentaire. Il y a aussi, comme vous dites, là, freiner l'achat. Il y a plusieurs solutions aussi qu'on a pu voir dans les dernières années qui freinaient l'achat beaucoup. Mm-hmm. Et puis, comme de fait, lorsque... Il n'y a pas de no frills au Québec. Alors, lorsque je me suis retrouvé dans un environnement no frills, bon, ben, je remarquais plusieurs choses qu'on ne trouvait pas encore au Québec. Qui étaient, en tout cas, merci beaucoup pour votre réponse. Je vais juste ajouter qu'il faut toujours trouver la balance entre protéger les articles et pas réduire les ventes. Okay? La mission numéro 1 de nos entreprises, c'est de vous vendre des articles, c'est pas de protéger des articles. Alors, nous, là, ça serait facile de dire on met tout sous clé, là. Il n'y en aura plus jamais de vol, ça va prendre quelqu'un. Oui, distribution consommateur. Hein? Ça trahit ton âge, Anne-Hélène. Donc, effectivement, on aurait pu... Mais il faut faire la balance entre c'est quoi la mission de l'entreprise, c'est de vendre. Et nous, il faut trouver des stratégies qui s'imbriquent avec la mission de l'entreprise. Donc, on peut proposer des choses. Voici, on pourrait déplacer tel produit, on va faire des tests. Si on met le produit à telle place, bon, on va réduire un peu les ventes, mais on réduit les pertes de beaucoup plus, donc ça va à peine. Mais si on réduit trop les ventes, bon, on va le laisser à même place. C'est toujours la balance. Merci. Mais merci beaucoup pour vos questions. J'en aurais une autre, je ne sais pas si on a le temps. Oui, vas-y. J'aurais aimé ça avoir votre avis sur quelque chose que j'ai entendu hier dans une autre conférence. Il parlait qu'avec les caisses libre-service qu'ils avaient faites, vu qu'il y avait beaucoup moins de main-d'œuvre nécessaire, ils avaient pu engager des gens avec des salaires qui étaient vraiment des bons salaires. Il parlait de 30 $ de l'heure.
vu qu'il y avait remplacé, au lieu d'avoir une équipe de 30 employés, il y avait une équipe de 5 employés. Puis ces 5 employés-là, par exemple, étaient vraiment dévoués, puis ils pouvaient vraiment faire beaucoup le tour du magasin, puis observer les gens, faire plus un service auprès des gens. Puis je me demandais, vu que vous avez mentionné que la plupart de vos employés sont au salaire minimum, ça serait quoi, vous, votre avis par rapport à ça, avoir une main-d'œuvre qui est plus qualifiée et qui est plus impliquée dans votre entreprise? Tout le monde va avoir des employés plus qualifiés, plus dédiés. Les caisses libre-service sont venus pour essayer de nous aider au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. Maintenant, de dire que le coût qui a été sauvé en nombre d'employés qu'on doit mettre a été rajouté au salaire, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient vous dire que c'est vrai. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un coût à ces machines-là. Et ce qu'on s'assure de faire, c'est de dire, OK, on va mettre une caisse libre-service, ça nous coûte tant. OK? Maintenant, combien que ça va me prendre d'heures de moins en main-d'œuvre pour pouvoir égaliser le coût de la machine, puis après ça, on va voir si on continue avec le projet. Mais je pense pas que... En tout cas, je ne connais pas beaucoup d'entreprises, dans celles que je connais dans le détail, qui ont dit, voici, là, on va sauver 100 000 $ dans une année en main-d'œuvre, redonnons-le aux employés. Je pense qu'ils l'ont, justement, actuellement, sont en train probablement de regarder comment ça leur a coûté de pertes. Est-ce que ça a sauvé 100 000 $ ou ça a contribué à faire des pertes de 200 000 $? Ça fait que je ne suis même pas sûr que ça... Pour l'instant, là, les expériences avec les caisses libre-service, là, il y en a des très bonnes puis il y en a des très mauvaises. C'est ce que tu vois aussi, Marc? Bien, l'expérience, puis je parle dans ma réalité de tous les jours, ça n'a rien changé aux conditions de travail des employés en magasin. Les conventions collectives, outre le fait qu'ils ont été renégociées, qu'ils ont été renouvelées, etc., ça n'a pas changé les types de métiers, ça n'a pas changé les comparations dépendamment du métier dans le magasin. Là. Alors, moi, je n'ai pas vécu ce que vous avez mentionné plus tôt. Merci beaucoup pour vos questions et surtout merci Steven et Marc pour votre temps aujourd'hui. C'est excellent. Ça fait plaisir. Merci tout le monde.